Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le 4e épisode de Talks. Aujourd'hui, nous allons parler des clones et des doubles au cinéma. Et avant de commencer, Mathieu, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va. Je trouve qu'il commence à faire chaud, on s'approche de l'été. Tout à fait. Là, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'était important de le préciser, je trouve. Du coup, ça va parce que je trouve que le sujet là était plutôt clair. J'ai dû faire quelques recherches, mais je trouve que c'était... Les idées sont venues assez facilement, on va dire. Je sais pas pour toi, mais... Écoute, certaines idées sont venues assez facilement sur les doubles et sur les clones, alors ce qui au final était deux choses un peu différentes, mais l'idée c'est que ce soit qu'on voit plusieurs fois la même tête sur un personnage. Mais du coup on verra ça quand on en discute un peu plus. Après, on en avait un peu discuté avant, mais il y a des acteurs qui sont... un peu coutumier oui, c'est vrai, d'avoir des doubles ou des voilà. C'était presque une mode à une certaine époque même, je pense. C'est ça, du coup on pourra en parler. Et voilà, donc après moi effectivement j'ai pas fait énormément de recherches, mais un peu comme d'habitude. J'ai essayé, mais après c'était plutôt simple, comme le sujet était plutôt simple à définir. En termes de définition du sujet, c'est vraiment de te dire quels sont ceux qui a des clones, donc c'est-à-dire des répliques à l'identique ou plus ou moins à l'identique des mêmes personnages, ou des gens qui, donc fait de manière artificielle, le fait que ce soit un clone c'est que c'est fait de manière artificielle, ou des gens qui ont des doubles, parce que ça va être un jumeau, ou parce que ça va être un robot qui peut copier les apparences. Voilà. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui. Ouais. D'accord, ouais, parce que moi je suis parti de la définition que j'ai trouvée du coup sur internet, je suis pas allé chercher très loin, un individu provenant de la reproduction d'un individu unique. Mais du coup ça veut pas forcément dire qu'il soit de sa famille en fait. Toi qu'il soit... on va dire qu'il a peut-être le même patrimoine génétique, mais ça veut pas dire que c'est vraiment son frère au sens propre, ou son frère ou sa sœur. Oui, tout à fait. Donc voilà, il y a peut-être une petite nuance à préciser avant qu'on commence. Oui, après voilà. Alors, du coup peut-être on peut parler un peu des clones célèbres ou des doubles célèbres. Enfin, je sais pas s'ils sont célèbres, mais en tout cas pour lesquels ceux qui nous sont venus au début. Je sais pas si il y en a sûrement qui sont célèbres, mais ceux qui nous sont venus assez rapidement, et ça permettra après de pouvoir détailler le sujet et d'aller un peu plus en profondeur sur certains de ces personnages-là. Oui. Quels sont ceux qui sont venus, toi, alors dans les deux médias, on peut parler sur les deux médias. Alors je te dis ça, mais en même temps j'ai pas vraiment réfléchi si je connaissais des clones et des doubles dans les jeux vidéo. Mais toi, quels sont ceux qui te sont venus rapidement ? Moi, naturellement, il y a les clones il y a la saga Metal Gear Solid qui m'est venue, parce que Solid Snake, Liquid Snake et Solid Snake, c'est les clones de Big Boss. Mais tellement. Donc, j'avais tellement pas pensé, mais oui. Voilà, c'est vraiment, quand on me dit jeux vidéo et clones, c'est en plus... surtout le premier épisode, il est basé sur vraiment sur l'idée du patrimoine génétique en plus. Donc ça c'est vraiment ce qui m'est venu à l'esprit en premier lieu. Et ensuite il y a alors du coup là c'est plus dans une sorte de double maléfique, c'est moins dans le côté génétique. Mais c'est le clone c'est Evil Jack ou Mad Jack de la série d'animation et du jeu vidéo aussi, c'est un peu un lien. Samurai Jack du coup. D'accord. Voilà, on pourra en parler un petit peu après, mais toi qu'est-ce qui t'est venu, quels sont les clones alors du coup vraiment célèbres quand on a parlé du sujet, tu t'es dit oui, ça c'est évident. Du coup moi ceux qui sont venus rapidement, qui sont venus le plus rapidement en fait, c'est Jean-Claude Van Damme. Souvent il revient Jean-Claude Van Damme, mais Jean-Claude Van Damme est une source de tellement de discussions possibles. Oui, totalement. Parce que voilà, Jean-Claude Van Damme est coutumier du fait d'avoir des doubles. Il en a dans vraiment plusieurs films. Il en a alors j'en ai noté dans au moins 4 films. Peut-être que j'en ai oublié, mais dans Réplicante. Ah oui. Dans Double Impact. Oui. Voilà, donc là, alors vraiment une chose différente, c'est-à-dire que dans Réplicante, c'est vraiment un double, un clone de lui qui est fait, donc ça s'appelle un réplicant, du coup. Dans Double Impact, c'est parce qu'ils sont jumeaux. Oui. Dans Risque Maximum aussi,
c'est parce qu'il a un jumeau. D'accord. Alors le jumeau dure pas très longtemps. Dans Risque Maximum, le jumeau meurt genre au bout de 5 minutes de film. C'est la scène d'intro, il y a une course-poursuite, je crois que c'est dans Marseille, en plus, et Jean-Claude Van Damme meurt à l'écran. Et je lui dis mais non, c'est pas possible, c'est le film, je me suis fait avoir, je vais voir un film avec Jean-Claude Van Damme et il meurt. Et en fait non, t'apprends que c'est son frère qui est mort. Et, voilà. Et dans Time Cop aussi, c'est vrai, où du coup il a là avec son double du passé. Donc ça c'est aussi une catégorie. En fait ça nous permet aussi après de détailler les différents types de doubles. Il y a aussi des catégories avec les gens ont des doubles, mais c'est des doubles du passé. C'est-à-dire que c'est une version d'eux-mêmes plus ancienne ou plus ou dans le futur, ou plus jeune ou plus jeune. Voilà. D'accord, ok. Ah oui, effectivement. Ouais. Donc voilà, ça c'est ceux qui sont venus rapidement. Et après, en termes de clones, vraiment là c'était plus sur les clones. Il y a les clones de Star Wars. Hein. Il y a quand même un des films qui s'appelle L'Attaque des clones. Oui, voilà. Je me disais quand est-ce que tu allais parler de Star Wars. J'attendais un peu. Voilà, c'est ça. En fait, on devrait appeler ce podcast Jean-Claude Van Damme et Star Wars. On gagnerait du temps, on parle que de ça à chaque fois. C'est vrai. Mais non, dans Star Wars, du coup, il y a des milliers, même des millions de clones en fait qui sont présents. Et du coup, ces clones, ils sont basés sur Jango Fett. Sur Jango Fett, voilà. Donc ils sont basés sur Jango Fett, donc il y a un chasseur de primes dans l'univers de Star Wars, et il a été cloné avec des modifications génétiques, c'est-à-dire pour que du coup les clones deviennent plus dociles, pour qu'ils grandissent 2 fois plus vite, c'est-à-dire que à l'âge de 10 ans en fait ils ont la maturité en tout cas la maturité physique d'une personne de 20 ans. D'accord, ok. Ouais. Bon, c'est-à-dire qu'ils vont mourir très très vite aussi, mais il y en a tellement en fait qui sont interchangeables. Oui, d'accord. Okay, et il y a le cas particulier en fait il y a plusieurs cas particuliers, mais il y a le plus connu en tout cas, c'est le cas particulier de Boba Fett, qui est du coup un clone non modifié. Donc c'est vraiment une réplique exacte en fait de Jango Fett. C'est-à-dire que lui il n'est pas modifié. Les autres ils sont. Bah non, du coup c'est pas son. Je pensais il l'élève comme son fils, mais c'est une réplique exacte de lui-même. Ah, mais du coup qui grandit à vitesse normale par contre. À vitesse normale, et il a pas toutes les modifications, c'est-à-dire qu'il est pas les clones en fait ils sont modifiés parce que ils sont censés être plus dociles, respecter les ordres. D'accord. Ils ont aussi été implantés l'ordre 66, qui fait que l'ordre 66 en fait quand l'ordre est activé, ils vont tuer tous les Jedi. Sans se poser de questions, en fait, ils peuvent rien y faire, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas lutter contre ça, c'est implanté en eux, donc ils sont obligés de le faire. Ah, et Jango Fett, lui. Et Boba Fett, lui, il l'a pas. Oui. Lui, il a pas ça, donc il est pas obligé de tuer des Jedi. Il peut tuer des Jedi, mais c'est parce qu'il a choisi de le faire et pas parce qu'il est obligé par l'ordre 66. Voilà. D'accord. Alors, il y a d'autres clones, mais on va pas rentrer dans les détails de tous les clones de Star Wars, parce qu'en ce moment, du coup, il y a une série. Il y a une série Disney qui est sortie récemment, donc, qui est toujours diffusée sur Disney+, qui s'appelle Star Wars The Bad Batch. Ah voilà, ouais, ok. Voilà, et The Bad Batch, en fait, du coup, ça veut dire grosso modo la mauvaise cuvée. Et en fait, on suit une troupe de clones, je sais plus combien ils sont, 5 je crois, et c'est que des clones qui ont un peu foiré, qui sont modifiés, mais il y en a un qui est vraiment très costaud, il y en a un qui est vraiment très intelligent, il y en a un qui vise super bien. D'accord. Et donc c'est des clones qui sont pas identiques aux autres. D'accord, oui. Mais qui sont quand même issus de Django, mais ils sont différents. Donc ils ont leur propre volonté. C'est un peu des bras cassés entre guillemets, parce qu'ils ont le clonage un peu foiré, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors voilà, c'est le clonage un peu foiré. Et en fait, ils sont issus de la série Clone Wars, et c'est une série spin-off. D'accord. Qui fait suivre ça, et en fait qui s'insère dans l'univers. Dans l'univers de Star Wars. D'accord. Ok. Voilà. Et voilà. Et sinon, comme dernière idée qui m'est venue assez rapidement, il y a Blade Runner. Ah oui, effectivement. Voilà. Mais quand t'as dit réplicante, en fait, quand t'as parlé de réplicante avec Jean-Claude Van Damme, je me suis dit, est-ce que ça viendrait pas de Blade Runner? Je sais pas si c'est un hommage au truc, mais effectivement, du coup, c'est le nom des androïdes. Et en fait, alors ils n'utilisent pas le mot Android, et je regardais justement par hasard un documentaire ce matin sur Blade Runner, et ils disaient du coup ils n'utilisent pas le mot Android, du coup qui sont des êtres de synthèse qui ont été créés, et ils ont utilisé leur propre mot qui est réplicante. Donc je sais pas si le film Réplicante est un hommage à ça ou pas, il y a des chances que ça soit... En tout cas le terme va bien, quoi. C'est une réplique.
Voilà. Et toute la question de Blade Runner, c'est de savoir, du coup, qui est le vrai, qui est le faux, qu'est-ce qui... voilà. Et c'est parce qu'on ne sait pas, et c'est toute la question à la fin du film, sans vous spoiler le film, mais on va se poser la question, et il n'y a pas de réponse, chacun fait son interprétation. C'est une des parties de génie du film, c'est qu'on ne sait pas si Harrison Ford, à la fin de Blade Runner, est-ce que c'est un répliquant ou pas. Oui. C'est vrai que... Ouais, c'est la question qui reste en suspens et qui, du coup, il faut pas qu'il y ait de réponse. T'en avais parlé dans... Enfin, c'est un peu le côté MacGuffin, je crois, c'est ça? Que le côté, genre, chacun a sa réponse de... C'est ça. C'est que chacun a sa réponse sur qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui n'est pas. Est-ce que cet indice-là, ça veut dire qu'il est un répliquant, ça, voilà. Alors, en plus, c'est rajouté... il y a vraiment plusieurs versions, il y a au moins 5 versions de Blade Runner qui sont sorties, parce qu'il y a la version américaine, il y a la version internationale, il y a une version Director's Cut qui n'est pas vraiment faite par le réalisateur, et finalement la dernière version qui s'appelle le Final Cut, c'est la dernière version de Ridley Scott. D'accord, ok. Mais finalement, tu peux quand même regarder toutes les versions, et selon les versions, ça t'incite plus ou moins à penser qu'il l'est ou qu'il l'est pas, quoi. D'accord, ok. Mais bon, en tout cas, la vraie question, c'est qu'est-ce qui est derrière le film? C'est de dire qu'est-ce qui fait l'humanité? Qu'est-ce qui fait un être humain? D'ailleurs, on peut... Vas-y, je te laisse finir. Non, mais c'est ça, on peut enchaîner là-dessus sur peut-être l'utilisation des doubles, des clones dans l'histoire. Ouais, parce que du coup, quand tu parles de qu'est-ce qui définit l'humanité et tout, avec ces androïdes, en fait, ça me fait penser, du coup, à Nier Automata, qui est donc... oui. Dont tu nous as parlé la semaine dernière. Voilà, exactement. Bien vu. On pourrait presque croire que c'est fait exprès. Oui. Non, et du coup, voilà, où il y a les modèles d'Android 9S, 2B et A2. Et en fait, il y a toute cette interprétation aussi sur... qu'est-ce qui fait l'humanité. Enfin, je vais peut-être pas spoiler ce qui se passe dans le jeu, sinon ça pourrait perdre l'intérêt scénaristique. Mais du coup, tu as évité de le faire la semaine dernière, ça serait bête de le faire maintenant. Oui. Non, mais je vous ai laissé un répit d'une semaine et je vous spoil, en fait, vous y attendez pas et je vous spoil un truc. Ce serait moche de faire ça. Je vous dis que pendant Give Me 5 minutes, je vous spoil pas et je vous spoil la semaine d'après alors que vous y attendez pas. Ce serait petit, non. Ouais. Du coup, il y a ce côté sur qu'est-ce qui définit l'humanité. Qu'est-ce qui définit l'humanité? Je peux pas en dire plus. Enfin, du coup, voilà, ça match, on va dire, avec la question de qu'est-ce qui définit l'humain aussi, qui est la question qui est présente dans Blade Runner aussi. Du coup, puisque on parle de Nier Automata, donc qui était le Give Me 5 minutes de la semaine dernière, moi je vais parler du Give Me 5 minutes de la semaine prochaine normalement, donc qui est sur la trilogie Billeted, et il y a aussi des doubles. D'accord. Voilà, donc il y a des doubles maléfiques et des doubles robots, mais je vous en dis pas plus parce que du coup j'ai fait tout un Give Me 5 minutes là-dessus. Pas sur les doubles, mais sur Billeted, donc voilà. Et ce serait bizarre que toi tu fasses du coup que tu fasses l'inverse, c'est-à-dire que tu spoil maintenant. C'est ça. Ça vous sert à rien d'écouter l'émission de la semaine prochaine, tout est déjà dit. Non, on va pas faire ça. Non, ça serait... Il y a déjà que 3 personnes qui écoutent ce podcast. On va éviter de les spoiler. Si on peut les garder, ça serait bien. Voilà. D'ailleurs, on peut en profiter, faisons une interlude à ce moment-là. N'hésitez pas, parce qu'on oublie toujours à la fin, n'hésitez pas à parler de ce podcast aux gens que vous aimez, ou aux gens que vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas le podcast. Voilà. Et que vous voulez... parlez-en aux gens que vous n'aimez pas, voilà. Peut-être qu'eux aimeront. Mais aux gens que vous aimez, sinon, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, et à nous parler aussi sur les réseaux, à nous poser des questions, etc. On essaye de jouer l'interactivité avec vous. Donc n'hésitez pas à venir nous chercher sur les réseaux, donc sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Et sur SoundCloud après aussi, ou sur YouTube, pour parler avec nous, et après pour partager toutes nos émissions. Voilà, au moins ça s'est fait en plein milieu, sans aucune préparation. Donc, pour revenir sur nos clones, alors peut-être avant de parler finalement de l'utilisation des doubles dans le jeu,
comme on a parlé de Jean-Claude Van Damme, est-ce qu'il y avait d'autres, parce que, enfin, est-ce qu'il y a d'autres, ce que tu disais que c'était à un moment c'était un peu la mode, et du coup je suis assez d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme action movie star, comme héros de films d'action des années 80 et 90 qui ont fait ça? Est-ce que tu as des idées? Est-ce qu'il y a des films ou qui te viennent en tête? Il y a Arnold Schwarzenegger avec Last Action Hero. Ouais, c'est ça. Alors du coup, une autre forme de double, puisque du coup, quand ils se voient, alors nous en fait, on voit deux Schwarzenegger à l'écran, mais c'est Arnold Schwarzenegger qui joue du coup, qui joue Arnold Schwarzenegger, oui. Et son double dans le film en fait. Donc, qui sort du film en fait, c'est un peu compliqué à expliquer là. Je sens que je m'embarque dans un truc. Enfin, en gros, oui. Vas-y, je te laisse. Dans Last Action Hero, il y a un enfant qui obtient un ticket magique et en gros il se retrouve dans un film et à un moment il se passe des trucs dans le film et cet enfant magique il revient dans son monde réel, enfin dans son monde normal, sauf qu'il embarque le héros du film avec lui. Ce héros du film c'est Schwarzenegger. Et enfin c'est du coup je sais plus comment il s'appelle dans le film, enfin le héros c'est Jack Slater. Voilà, du coup le héros du film fictif il s'appelle Jack Slater, ouais. Il arrive dans le monde réel et dans le monde réel il y a rencontre Arnold Schwarzenegger. Il y a Arnold Schwarzenegger quoi, qui est au monde réel un acteur. Voilà. Et du coup il y a les deux qui se rencontrent à un moment. Et donc là après tout le film est sur cette réflexion en fait sur qu'est-ce que c'est que la célébrité et après, et aussi une parodie des films d'action des années 90. Là, c'est vraiment la fin d'une époque. Et c'est rigolo que ce soit Schwarzenegger qui le fasse parce que ça a été une des grandes stars de ces films d'action. C'est pour ça qu'on le connaît. Et qui la joue, du coup, vraiment sur la parodie du truc en disant, voilà, c'était ça avec des maisons qui explosent, le héros qui est jamais blessé, qui est jamais sale, même quand il tombe dans du goudron, il s'essuie avec la main et puis tout part. Voilà. Il peut détruire une vitre à main nue alors que dans le monde réel il peut pas. C'est ça. Voilà, quand il tire sur un taxi, il n'explose pas dans le monde réel alors que dans les films, ça fait une explosion avec le taxi qui saute à 3 mètres de haut. Quoi. Mais en plus, j'avais lu qu'à un moment, le double qu'on voyait du coup dans le monde réel, du coup le Schwarzenegger qui est du coup en costume qui marche là, au festival, en fait c'était ce que n'aimait pas du tout c'était la personne que n'aimait pas Schwarzenegger, ce qu'il était devenu en fait dans l'industrie, je crois, un truc comme ça. Ah c'est peut-être, oui c'est possible. Donc voilà, du coup c'est vrai que pour rebondir, c'est que vraiment le côté clone en fait, parfois ça peut mettre en avant tout ce qu'une personne n'aime pas chez elle. C'est possible parce qu'en plus il a une réplique où il parle à sa femme et elle lui dit un truc genre tu vas pas encore parler de ta chaîne de restaurants du coup de Planet Hollywood. Ah oui. Et il essaye de le caler encore dans les interviews. Et voilà, je pense que c'était une pique pour dire en fait c'est pas vraiment moi ça. Voilà. Et puis après quand on le voit maintenant c'est pas vraiment Schwarzenegger quoi. C'est une personnalité ultra intéressante en fait, Schwarzenegger et sa vie et, oui, tout ce qu'il a fait. On pourrait faire un podcast de 3 heures juste pour parler de la vie de Schwarzenegger quoi. Ça serait. C'est vrai. Il est vraiment c'est très intéressant à suivre. Et du coup il a fait un autre film aussi. Il y a plusieurs films en fait. Il y a L'Aube du 6e jour. Oui. Où quand grosso modo un jour il revient chez lui et il y a un clone qui a pris sa place. Ce qui est plutôt bien dans le thème de l'émission. Voilà, plutôt bien. Et il y a plusieurs fois aussi dans les Terminators. Oui, c'est vrai, oui. Ah bah oui, c'est vrai que c'est tellement évident que... Voilà, avec les voyages dans le temps, où du coup ils se croisent, notamment dans les derniers... c'est lequel dans Genesis, je crois, qui est... à mon sens, la seule scène qui valent le coup en fait, dans ce film-là, qui est la scène de début où en fait ils reprennent la scène d'entrée de Terminator du premier, donc du film de 1984, où du coup Schwarzenegger arrive et tabasse deux loupards pour prendre leurs habits. Ah oui. Et en fait, on voit cette scène-là où il arrive et il y a un vieux Terminator, donc joué aussi par Schwarzenegger, qui du coup arrive pour le massacrer.
Et du coup, il y a les deux Schwarzenegger qui se battent entre eux, avec une version donc, qui représente la version Terminator 1984 et une version du vieux Terminator, en fait, qui serait arrivé bien en amont de 1984, voilà, et qui aurait attendu pour pouvoir venir se tabasser lui-même. Donc il y a un combat entre lui-même, voilà, c'est assez fun. D'ailleurs, en parlant de combat contre lui-même, encore une jolie transition, on va peut-être ne pas arriver à suivre le plan qu'on avait établi, mais c'est pas grave. Mais du coup, de l'acteur qui se tabasse lui-même aussi, il y a Hugh Jackman dans Logan. Ah oui, c'est vrai. J'avais complètement. Oui. Voilà, je savais pas si t'allais en parler, mais du coup, voilà, avec cette morale magnifique qui fait que il y a que Hugh Jackman qui peut battre Hugh Jackman. C'est ça. Il y a que Wolverine qui peut battre Wolverine. Voilà. Voilà. Effectivement, oui, c'est vrai qu'il se bat contre lui-même. Et alors, juste pour revenir du coup sur Terminator, parce que donc il y a pas que Schwarzenegger qui est en double, notamment dans le 2, quand du coup le T-1000, en fait, il peut prendre l'apparence. Et il prend l'apparence de plusieurs personnes, dont un gardien de prison et de Linda Hamilton. Et en fait, comment est-ce qu'ils ont fait ? C'est ça aussi dont on peut parler. Alors, c'est des techniques en fait pour créer les doubles ou les clones au cinéma. Là, ça va être vraiment que sur le cinéma, donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que le but c'est aussi de faire le parallèle avec les jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, grosso modo, pour créer les doubles ou des clones, il faut faire des copier-coller. Hein. Oui, dans l'idée, oui. C'est plus un travail créatif plutôt que technique en fait. Voilà, mais là sur la partie technique, il y a plusieurs manières de le faire et du coup dans Terminator, là dans les deux cas en fait ils se sont servis des jumeaux parce que l'acteur qui joue le policier a un jumeau. Et Linda Hamilton a une jumelle, donc c'est là elle qui joue en fait sa jumelle, c'est pour ça qu'on peut voir on peut les voir les deux à l'écran en même temps. C'est pas du tout un effet spécial. C'est juste que les deux sont vraiment en même temps. D'accord, ouais. Parce que dans Double Impact, maintenant c'est un peu vieilli, tu sens qu'il y a un effet... peut-être tu vas en parler, je sais pas, mais cet effet un peu genre où t'as l'impression que c'est découpé, enfin c'est un peu bizarre. Alors que là, du coup, avec les jumeaux... Voilà, on n'a pas l'impression qu'il y a... Et en fait, ça, vu que c'est un film à effets spéciaux, on se dit que c'est un effet spécial qui est fait, alors que pas du tout. Ouais, et je pense que ça rajoute sur le fait que en fait, c'est vraiment ultra bien fait et tu dis waouh c'est un effet spécial parce que et en fait pas du tout, c'est juste un effet pratique sur le plateau où il y a juste des jumeaux qui sont là quoi. Et par contre sur ces effets ce que tu dis là c'est plus des jeux de montage où en fait ils vont faire d'abord la première scène avec un personnage. Et après, ils vont garder le décor de la même manière. Ils vont faire la scène avec le deuxième personnage qui se répond et qui essaye de coller au mieux au mouvement qu'il a fait juste avant. Et après, ils collent les scènes en une seule. Donc je résume vraiment grossièrement, mais ils collent les scènes en une seule. Donc du coup, t'as l'impression que les personnages se parlent. Voilà. Et des fois, c'est un peu plus technique s'ils doivent se prendre un objet de l'un à l'autre. Mais sinon l'idée en fait c'est juste tu filmes quelqu'un sur la moitié de l'écran qui est en train de parler et après tu t'arrêtes, tu filmes l'autre personne qui est habillée d'une manière différente ou coiffée d'une manière différente qui répond à ce que tu es en train de te dire, tu coupes l'image en deux et tu les colles et t'en fais qu'une quoi. Pour schématiser grossièrement, c'est un peu plus technique que ça, mais dans l'idée c'est de faire ça quoi, et au moins t'as l'impression que ça fonctionne, qu'ils sont en train de se parler. Ou après ce qui se passe aussi c'est, il peut y avoir d'autres techniques où tu vois juste un des gars de dos ou une des femmes de dos. Ah oui. Avec une doublure qui porte les mêmes habits et qui a la même coiffure, et tu la vois de dos, et en face tu vois le réacteur, et après quand ils font le contre-champ, c'est l'inverse quoi. Ouais, ça déjà oui c'est plus C'est ce qui se voilà. C'est ce qui se passe pour dans Terminator justement. Il y a beaucoup de ce genre d'effet dans Terminator quand on le voit à un moment Schwarzenegger de dos et qui se regarde dans la glace et en fait le personnage qui est dans la glace c'est vraiment Terminator, en fait il n'y a pas de glace, c'est vraiment Schwarzenegger qui est là. Ah oui. Et celui qu'on voit de dos c'est juste une doublure et qui a les mêmes habits et qui a à peu près la même grosso modo la même carrure parce que c'est compliqué. Et voilà, et celui qu'on voit en vrai, c'est celui que nous on pense qu'il est dans la glace, mais en fait c'est pas du tout une glace, et c'est vraiment Schwarzenegger qui est en train de jouer. Ouais. Voilà. D'accord, est-ce qu'ils font plus. Ils essaient après de coordonner leurs mouvements ensemble pour que ça fasse l'effet d'une glace, D'accord. Voilà, c'est ça, en fait ils font. C'est ça. La magie du cinéma. Voilà.
C'est ça. Et maintenant ils s'embêtent beaucoup moins. Maintenant, c'est juste sur des effets numériques. Notamment pour les clones de Star Wars, évidemment. Enfin, il y a des répliques à des milliers de clones. Donc voilà, sur des effets numériques. On se doute qu'ils n'ont pas fait exploser le budget figurant. Voilà. Et là, l'idée, c'est juste... Les clones sont entièrement numériques. Alors en fait, ils peuvent avoir soit des clones entièrement numériques, donc ce qui est le cas dans les épisodes de Star Wars et dans d'autres films, donc c'est à dire que tout le corps est reproduit et avec alors, des fois des changements sur le visage, des changements de coupe de cheveux, et chaque personnage est animé différemment, sachant qu'en fait l'acteur au départ donc, qui s'appelle Temuera Morrison en fait a fait une capture. Il a fait de la motion capture, comme pour les jeux vidéo. Et là, ils font juste que les clones font pas exactement tous le même mouvement. Alors des fois, ils font tous le même mouvement en même temps. Du coup, ça fait des mouvements de troupes très impressionnants. Mais quand ils sont en train de déjeuner, ils font pas exactement tous le même mouvement. Donc du coup, t'as l'impression qu'il y a vraiment une foule qui est en train de bouger. D'accord, oui. Sinon aussi, ce qu'ils font maintenant, c'est ça peut être le double. En fait, il y a une personne qui est en train de jouer et après, il colle numériquement son visage dessus. D'accord. Donc ils vont coller juste le visage numériquement sur un acteur pour faire croire que c'est un double ou voilà. Alors après là ils le font aussi pour d'autres choses, pour refaire vivre des acteurs qui sont morts ou pour rajeunir des acteurs, mais ils vont coller numériquement le visage, sachant qu'ils seront inspirés des mouvements du visage de l'acteur en question. Spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. The Mandalorian, à la saison 2, je pense, où avec Luke qui apparaît à la fin. Oui, c'est ça. Effectivement, Luke qui apparaît à la fin, c'est pas vraiment Mark Hamill, quoi. Enfin, ils ont pris les traits de Mark Hamill, mais l'acteur qui joue, c'est pas vraiment Mark Hamill dans le truc. Oui, voilà, oui. Du coup, pour ça, c'était pour la partie un peu technique, essayer d'expliquer rapidement comment ça fonctionne à l'écran. Et comme l'a dit, du coup, dans les jeux vidéo, c'est plus facile. Avant de parler du coup de l'utilisation des clones, est-ce qu'on reviendrait pas sur Wario et Waluigi ? Parce qu'en fait, je connais le nom, mais est-ce que ce sont des doubles maléfiques des personnages ? Est-ce que ce sont des... D'où viennent ces gens ? Est-ce que tu le sais ? Qui sont ces personnages ? Dans mes souvenirs, ils sont pas vraiment... Est-ce que c'est des doubles ? Je crois qu'ils n'ont pas de lien de parenté déjà. J'avais vu un truc dessus, je crois, mais je me rappelle plus, mais il me semble qu'il n'a pas vraiment de lien de parenté. En fait, c'est juste l'antagoniste de Mario, c'est-à-dire que en fait, il est juste un peu... Enfin, il est méchant, mais bon, à la manière Nintendo, c'est pas non plus le diable. Mais Ouais, parce qu'en fait, il en veut à Mario. En fait, tu prends les qualités de Mario et tu prends plus ou moins l'inverse avec Wario, parce qu'il y aura même le M de Mario et enfin, du coup, l'inverse, c'est Mario. Donc, dans l'idée, c'est un peu. Après, je me rappelle plus vraiment. Honnêtement, je saurais pas. Ok. Ouais, mais a priori, c'est pas. C'est un autre personnage qui en veut. Voilà. C'est un. En fait, il y a un lien entre eux dans le sens où ils se ressemblent tout ça, mais je pense pas qu'ils soient ne serait-ce que de la même famille, ou qu'il y a un clonage à un moment qui s'est fait, une histoire de clone, ou de naissance artificielle, ou de je sais pas trop quoi, il n'y a pas de ça comme dans Metal Gear Solid, quoi, par exemple. Okay. Mais je me rappelle plus. Du coup, ça peut être une bonne transition pour notre question là que je repousse un peu depuis le début, c'est comment est-ce que, si j'essaye de synthétiser, comment est-ce que sont intégrés en fait ces personnages de double ou de clones dans l'histoire du film ou du jeu, et quelle est la représentation en fait, à quoi ça sert en fait, pourquoi est-ce qu'il y a des doubles, et comment est-ce que c'est justifié en fait, comment est-ce que c'est amené, parce que le fait d'avoir un double ou un clone, ou plusieurs clones, c'est pas anodin, d'accord ? Normalement on le fait parce qu'il y a un but dans le récit, oui. Dans le déroulé de l'histoire, que ce soit l'histoire du jeu vidéo ou du cinéma ou du film, c'est la même chose, mais il y a un but, et du coup pour toi qu'est-ce que, comment tu pourrais synthétiser tout ça, ou par rapport au jeu auquel tu as joué, ou même par rapport au film que tu as vu, Ouais. L'exemple le plus prenant que j'ai là, c'est dans du coup Prince of Persia, les deux royaumes. Donc qui est le 3e épisode de la trilogie Reboot. Ok. Et qui
et qui est le dernier épisode chronologiquement aussi. Ça c'est pas le dernier jeu Prince of Persia qui est sorti, mais c'est le dernier dans la chronologie de l'histoire du jeu. La fin, on va dire que la fin de l'histoire du Prince du Perse, c'est les deux royaumes du coup. Mais qui est sorti en 2000. Je crois qu'il est sorti en 2005, un truc comme ça. Parce qu'il y a d'autres jeux Prince of Persia qui sont sortis, mais le dernier jeu Prince of Persia qui est sorti en 2012, je crois. Mais il se passe entre le 1 et le 2, du coup, voilà. Ok, oui, donc chronologiquement dans l'histoire, c'est celui-là le dernier. C'est ce qui se passe dans l'histoire de la vie du Prince of Persia, c'est ça qui se passe en dernier. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça se justifie un peu dans le sens où, pour aller un peu vite. Donc au début de Prince of Persia, du coup, les deux royaumes, en fait, le prince il revient donc dans sa ville, dans la cité de Babylone, et en fait, il la voit en feu, parce que il y a le vizir. Après c'est compliqué, mais dans l'idée, il y a le vizir qui a pris possession des sables du temps, et donc le prince essaie de l'arrêter. Sauf qu'il se fait avoir en fait par les sables du temps, parce qu'en fait le vizir, je crois, il les libère au moment où le prince essaie de l'arrêter, et en fait le prince il se fait toucher par les sables du temps, et du coup de là en fait naît le Dark Prince en fait, qui est la version plus ou moins maléfique et comment on dit, selfish et égoïste du prince. Donc c'est une sorte de clone maléfique du coup qui est justifié dans l'histoire. Parce qu'en gros c'est toute la partie égoïste du prince où en fait le Dark Prince en fait il peut contrôler les sables du temps plus ou moins comme il veut, il est super fort avec cela, avec les sables, sauf que du coup c'est un peu un spoil. Spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. À la fin on se bat contre le Dark Prince parce qu'on a battu le vizir, tout ça, et du coup on se bat contre lui, et en fait on arrive à s'en sortir grâce au fait que en fait on écoute la voix de Farah, du coup qui est plus ou moins la promise du prince, on va dire, celle dont le prince est amoureux. En fait on écoute sa voix pour se sortir de là en fait. Et en fait le Farah en fait en gros c'est le futur, et en fait il se sort de cet égoïsme là en fait, le prince il se sort de tous ces trucs là. Donc au niveau du scénario c'est un peu cette justification là. Et au niveau du gameplay, du coup, t'as le gameplay avec le prince normal, qui est le gameplay plus ou moins classique qu'on connaît, qu'on a eu dans le premier et deuxième épisode. Et on a celui du Dark Prince où, du coup, sa vie baisse continuellement, parce qu'en fait, il est consumé par les sables, mais il est beaucoup plus fort. Il a une sorte de chaîne en fait au niveau du bras où t'as des possibilités de gameplay que t'as pas avec le prince normal. Et du coup par contre quand il y a de l'eau on redevient le prince normal, voilà. Voilà. Donc pour répondre un peu là du coup l'idée c'est sur la justification, l'idée d'avoir intégré un double, c'est que ce soit le double maléfique et qui représente les mauvaises parties du prince. Oui voilà, c'est ça. Mais du coup qui est contrebalancé avec un gameplay où t'es quand même surpuissant en fait. Oui, après c'est bien fait parce que il y a l'intérêt scénaristique pour l'histoire du jeu, et c'est aussi traduit par du gameplay. Oui, c'est pas juste dire en fait vous avez deux personnages différents, le gentil qui est en blanc, le méchant qui est en noir, mais en plus c'est traduit, vous le sentez quand vous le jouez pas de la même manière, vous pouvez pas jouer la même manière le personnage. Oui, voilà, oui. Parce que c'est pas le même personnage en fait. Il est. Ça l'est sans l'être en fait. Voilà, c'est ça. Non mais du coup c'est bien fait quoi. C'est bien fait quand ça fait. Quand c'est fait comme ça quoi. Oui. C'est que du coup il y a cette traduction. Voilà. Oui. L'idée c'est de voir comment c'est traduit. Après moi dans les films, souvent quand il y a des doubles. Alors pour que ça soit aussi facile pour les reconnaître, ils sont généralement pas habillés de la même manière, ou ils ont deux personnalités vraiment différentes. Alors, je pense vraiment au film de Van Damme là, mais il y a, dans Double Impact, c'est deux personnalités complètement différentes. Au niveau de l'acting, par exemple, ils ont pas la même façon de réagir aux choses. C'est ça, Van Damme le joue complètement différemment. Ouais, t'as ce côté avec. Attends, il y a Chad et il y a. Je me rappelle plus. Oh là. En fait, en gros, il y en a un qui vient. Chad, c'est le gentil. Hein. Chad, c'est le gentil. Hein.
je crois. Je crois. Hein. Enfin, en fait, ouais, bon, t'as celui qui vient d'Hollywood, qui vit de karaté et de fitness, en gros. Alex, c'est Chad et Alex, voilà, je viens de vérifier. Voilà. Donc t'as Chad qui, en gros, voilà, fait. Enfin, il a toutes les filles à ses pieds. Il a jamais connu la galère, on va dire. Il est prof de karaté. C'est ça. Et tout va bien, quoi. Voilà, c'est ça, où il pense à faire juste à faire les boutiques et à faire du karaté, en gros, et à sortir avec les filles. Et après, t'as Alex qui, lui, du coup, doit vivre de contrebande et qui fume le cigare. Avec les cheveux gominés, plaqués en arrière. Oui, c'est noir années 80, c'est ça, c'est très stéréotype en plus années 80, quoi. C'est assez drôle. Mais du coup, il le joue vraiment différemment. Et on voit assez rapidement qui est qui. Sauf quand après, du coup, ils le font, du coup, ils s'en servent aussi quand ils doivent tromper les ennemis ou quand ils veulent tromper les spectateurs en disant là, on va pas savoir qui est qui. Et l'acteur, du coup, doit aussi prendre ce truc de dire je vais jouer deux personnages qui ont la même tête mais qui sont différents. Voilà. Ou alors, du coup, là, il faut que je les joue de la même manière parce que je veux pas qu'on sache si je suis le gentil ou le méchant ou si je suis le. Donc, c'est intéressant. Ouais, en fait, de voir ça. Est-ce qu'il y a dans d'autres films qui a ce côté-là parce que moi je sais que dans les jeux il y a d'autres exemples où il y a ce côté du coup dans Replicant c'est la même chose, hein. Il y a le Replicant qui est créé, il est vraiment ultra méchant, et il y en a un autre qui est créé tout gentil et en fait et qui doit apprendre à se battre et au début quand il y en a vraiment un qui est méchant de mémoire, hein, et en fait il faut un double de lui pour pouvoir arriver à le battre. Et la version gentille au début, c'est un agneau, quoi. Il est tout petit, il sait pas se battre. Enfin, il a vraiment, c'est un enfant, quoi. Il sait pas marcher au début, littéralement. Je veux dire, vraiment, il sait pas marcher. Et il sait pas se tenir debout. Enfin, voilà. Et après, il apprend pour pouvoir affronter. Ça que son rôle, ça va être de s'affronter lui-même. Donc c'est assez horrible comme destin. De manière générale, en fait. L'utilisation des clones et des doubles, c'est pour montrer quelque chose, pour pointer quelque chose ou pour faire aussi réfléchir le spectateur sur les clones, sur qui est le vrai et qui est le faux. Il y a tout, alors là c'est pas dans un film mais c'est dans la série Invincible dont j'ai parlé la dernière fois. Il me semble que c'est la dernière fois que où j'ai recommandé de lire et de regarder la série télé Invincible. Il y a des clones qui sont là et en fait continuellement ils se posent la question de qui est le vrai, parce qu'il y en a toujours, souvent un qui meurt. D'accord, ouais. Et après du coup il faut toujours qu'il soit deux, donc celui qui reste en refait un autre, mais on sait pas qui est le clone, qui est l'original. Et sachant que vu qu'ils le font depuis plusieurs fois, on sait pas est-ce que c'est le vrai qui est depuis le début et qui fait que des clones, ou est-ce qu'on a des clones, etc. Et que du coup ils dégénèrent au fur et à mesure ou pas. Après, a priori non, parce que c'est des clones, ça c'est des répliques parfaites. Mais il y a toute cette question du coup qui est là de dire qui est le vrai, qui est le faux. Donc c'est ça aussi, ça nous permet aussi de faire réfléchir, en tant que spectateur, de réfléchir sur cette question de qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain ? Qu'est-ce qui fait qu'on est un humain ? Est-ce que si on a été cloné, est-ce que c'est un humain, du coup, ou pas ? Qu'est-ce qui fait l'humanité ? Il y a souvent cette question-là derrière quand il y a des clones. Qu'est-ce qui fait l'humanité ? Même dans Star Wars, le but c'est que, oui. C'est de la chair à canon, en fait, clairement. Ils sont créés pour être de la chair à canon. Ils sont des millions, ils peuvent aller sur le champ de bataille. T'en perds un, c'est pas grave, parce qu'il y en a 1000 derrière qui arrivent et qui ont les mêmes capacités, les mêmes compétences, et là, en plus, visuellement, ils ont tous la même armure. Donc ils sont tous habillés de la même manière. C'est des clones blancs, tu vois pas la différence. Donc après, alors c'est bien plus fouillé dans la série animée Clone Wars et dans Bad Batch, du coup, de savoir qu'est-ce qui fait que... est-ce qu'un clone peut être considéré comme une vraie personne, comme un être humain, ou est-ce que c'est un sous-genre, etc. Est-ce qu'il a le droit d'avoir des sentiments ? Est-ce qu'il a le droit d'exister ou pas ? Donc voilà, du coup, sur à quoi représentent généralement les clones.
Et après sur les doubles, alors on l'a un peu dit, hein, mais il y a différents types de doubles. Toi, du coup, tu as parlé du double maléfique. Et il y a aussi des doubles parce qu'il y a des jumeaux. Voilà, dans les films. Alors, parlons rapidement du film Jumeaux, où ils sont censés être des jumeaux, et pas du tout, puisque du coup, les jumeaux sont interprétés par Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, donc ils ont pas du tout la même carrure. C'est vrai. C'est rigolo, ce film est très rigolo. Mais voilà, je pense qu'on va pas aller plus loin dessus parce que du coup c'est pas du tout des doubles, mais c'était rigolo d'avoir du coup des jumeaux et de prendre le contre-pied en disant on va avoir des jumeaux qui se ressemblent pas. C'est vrai. Et oui voilà, du coup on a sur les doubles, en fait il peut y avoir des jumeaux des doubles dans le temps. On a dit tout à l'heure, du coup avec Retour vers le futur, avec Terminator. Je crois qu'on n'a peut-être pas parlé de Retour vers le futur, mais dans Retour vers le futur, c'est pour ça, ouais. C'est le moment où on parle de Retour vers le futur dans ce podcast, comme à chaque fois. Il y a des moments où Doc se croise lui-même, mais ne se regarde pas, parce qu'il sait qu'il ne faut pas qu'il se croise. Oui, il y a Marty aussi. Marty aussi qui se croise lui-même, enfin qui se voit lui-même, mais pareil, lui aussi se croise, enfin il se parle pas parce qu'il sait qu'il doit pas. Il cède lui-même. C'est ça, il cède lui-même, voilà. Une scène assez extraordinaire, enfin celle de Retour vers le futur 2, où il est en train de jouer sur scène Johnny B. Goode, que nous on a vu qu'il joue dans le premier, et en fait ils reprennent cette scène où du coup il est en train de céder lui-même parce que la bande de Biff. Voilà, essaye de l'attaquer, enfin ils comprennent pas qu'il puisse en avoir deux. Sachant qu'en fait il y en a aucun qui rapidement. Voilà, qui se change très rapidement, et sachant qu'il n'y en a aucun qui est dans la bonne époque quoi. En plus. Oui. C'est vrai. Voilà, et Lorraine aussi se croise elle-même, et du coup elle tombe dans les pommes. Voilà, oui, et Biff aussi. Voilà, qui est la. Oui, Biff ne tombe pas dans les pommes, lui il se croise lui-même, mais comme il est vieux, il y a Biff vraiment, le vieux Biff qui doit avoir 80 ans et le jeune Biff de 1955. Du coup ça va. Là il se fait passer pour son grand-père. Voilà, du coup ça passe bien, mais Lorraine qui elle se voit, elle tombe dans les pommes parce qu'elle se voit vieille de 30 ans de plus. Et celle vieille elle se voit jeune. Voilà, et la vieille elle se voit jeune, voilà. Mais on a évité une rupture du continuum espace-temps, qui était l'hypothèse la plus terrible. Voilà. Tout à fait. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? À quoi ça peut servir d'autre dans le récit, du coup, d'utiliser des clones, des doubles ? Enfin, ça peut être pour nous tromper aussi, je pense. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais pour tromper le spectateur. Parce que dans certains films, les doubles ou les jumeaux vont être cachés, en fait. Et ça va être une surprise finale en disant « Hé, en fait... en fait j'ai un double ou c'est mon double maléfique, enfin mon jumeau qui était là pour me remplacer pour un tour de magie, qui était là pour tuer des gens, enfin voilà, donc ça peut être ça aussi. Et voilà, peut-être pour finir, est-ce qu'on peut refaire un point sur du coup les doubles et les clones de Metal Gear, parce qu'ils sont nombreux, voilà. Ils sont 3. Mais sur différentes. Enfin non, techniquement ils sont. Voilà, c'est ça. Plus, mais... Alors sur les clones et sur les dérivés des clones. Je vais nous faire un point rapide là-dessus, puis on finira là-dessus. Alors, oui, rapidement, parce qu'en gros, donc tout commence dans Metal Gear Solid 3. Genre, je vais pas faire tout l'historique, hein, c'est pas un podcast qui va durer 6 heures. Hein. Mais en gros, donc tout commence dans Metal Gear Solid 3 où tu joues donc Naked Snake qui doit après du coup qui doit arrêter The Boss. Et donc il se passe des trucs tout ça, et donc après il devient un Big Boss qui est d'ailleurs, alors je pense que ça pourra faire sujet d'un débat ou d'un podcast pour savoir, mais à mon avis c'est le militaire le plus fort qui existe. Big Boss. Parce que du coup donc en 1972, donc dans l'histoire du jeu en 72, il y a un projet qui naît qui s'appelle Les Enfants Terribles. Et donc ils décident de cloner en fait les cellules de Big Boss parce qu'ils se sont rendus compte que Naked Snake était plutôt fort, et du coup ils voulaient créer une génération future. Et du coup de là naît donc t'as Solid Snake qui a les gènes inférieurs de Big Boss, t'as Liquid Snake qui a les gènes dominants de Big Boss,
Et t'as Solidus Snake, qu'on voit dans MGS2, qui lui, techniquement, c'est celui qui se rapproche le plus physiquement et génétiquement de Big Boss. Et après, et d'ailleurs, tous les soldats normands, de ce que je me rappelle, c'est que tous les soldats génomes que tu vois dans MGS1, donc celui auquel tu as joué, normalement, ils ont en partie l'ADN aussi de Big Boss, parce qu'ils voulaient créer en fait des soldats génomes. D'accord. Enfin, les soldats génomes, en fait, c'est une partie, voilà, ils voulaient créer des soldats idéaux, en fait. Donc, voilà. Et donc, bizarrement, Solid Snake, c'est celui qui a les gènes inférieurs. En fait, le vrai fils, techniquement, de Big Boss, c'est Liquid Snake. D'accord. Mais Liquid Snake, à un moment, enfin, tu le vois dans MGS5, en fait, au moment de reconnaître... Enfin, c'est vraiment Liquid Snake, il sait que Big Boss, c'est plus ou moins son père. Et en fait, il va aller le voir, sauf qu'il se passe des trucs dans MGS5, je sais pas si je peux trop spoiler, mais... Non, tu as déjà beaucoup spoilé. Et du coup, nous, quand on joue Solid Snake, bon, qui est quand même mon clone favori, hein, mais ça reste celui qui a les gènes les plus faibles. Mais du coup, bah, pour revenir à ces clones, dans le clone game, c'est vrai que Metal Gear Solid, c'est vrai que ça fait... C'est pas ouais, parce que du coup, c'est une utilisation différente et intelligente des clones. Ouais. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, c'est à chaque fois, tu te retrouves plus ou moins à chaque fois avec les mêmes personnages, mais en même temps, c'est un peu différent et tout. Oui, dans le Cloud Game, du coup, les déclinaisons du coup des dessins animés Star Wars, Clone Wars, et alors pas tous les épisodes parce qu'ils sont pas tous sur les clones, et Bad Batch, c'est pas mal aussi. Ça fait des bonnes réflexions sur qu'est-ce que les clones. Et après, je pense que la référence ultime, c'est Blade Runner. Quoi. Sur qu'est-ce qu'un clone, et parce qu'on ne sait pas qui sont les clones, et voilà, et à quoi rêvent les clones, puisque c'est tiré d'un bouquin du coup qui s'appelle Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? C'est de Philippe Cadic, non, c'est ça? C'est ça, de Philippe Cadic, tout à fait. Voilà. Et voilà, et donc je pense qu'on peut terminer cet épisode là-dessus, sur une référence à Philippe Cadic, et en disant que Hideo Kojima est un génie. Je pense que c'est voilà, oui, on est pas mal. On finit sur 2 génies dans leur domaine pour finir cet épisode sur les clones. Donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, du coup, comme on vous l'a dit en plein milieu de l'émission, à en parler, à échanger sur les réseaux sociaux avec nous et à le partager. Et comme d'habitude, avant de finir, on va vous faire des recommandations. Et Mathieu, quelle est ta recommandation cette fois-ci? Alors moi, c'est un film qui n'a rien à voir avec les clones, hein, mais qui s'appelle Tales from the Crypt, qui est sorti en 1972, donc qui est basé sur les comics. Les Contes de la Crypte? Oui, sur les Contes de la Crypte, mais je sais plus si c'était une... Je pense qu'il y avait oui, il y a des comics, des Contes de la Crypte. Mais je sais pas si c'était basé sur ça ou est-ce que c'était d'abord la série télé et après ils ont fait des comics. C'est une bonne. Non, il y a eu d'abord des histoires en fait, des histoires. Oui, Mais je sais plus si c'était sous forme de comics ou si c'était juste des mots. Voilà, mais je sais que c'est basé de là, et ensuite t'as eu les films et après la série télé. Donc dans ce film, dans Tales from the Crypt, en fait, on suit 5 personnages qui se retrouvent dans une sorte de grotte, et ils se retrouvent face à un personnage qui leur dit pourquoi ils sont là. Voilà. Là, pas de spoil cette fois. Mais voilà, donc dans l'idée, voilà, ce film-là, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps sur la plateforme Plex. Oui. Du coup, c'est un film assez old school, et si vous avez envie d'un peu de nostalgie, je pense que ce film est plutôt pas mal. Voilà, donc Tales from the Crypt. C'est de l'horreur, c'est un film d'horreur, hein, du coup. Oui. Mais c'est de l'horreur, mais... C'est de l'horreur fun. Oui, voilà, on va dire ça, ouais. Ok, parfait. Et du coup, moi, de mon côté, pour ma recommandation, alors, j'hésitais. Et en fait, je vais vous parler d'une mini-série de comics. Finalement, j'ai changé d'avis au dernier moment. Et c'est des comics qui sont assez un peu anciens, qui ont été dessinés par Tim Sale, ou Tim Sale, je ne sais pas trop comment on prononce, et le scénariste Jeff Lubb, qui sont connus principalement pour leurs travaux sur Batman. Donc, ils ont fait des albums de Batman qui s'appellent Un long Halloween et
Amère Victoire. Mais là, les comics dont je veux vous parler sont des comics en fait où ils vont travailler sur les grands personnages de Marvel. Et alors moi ils en ont travaillé sur 4. Et moi j'en ai lu 2 pour l'instant. Le troisième est en train d'arriver. Et ça s'appelle Spider-Man bleu, Daredevil jaune. Ça c'est ce que j'ai lu. Et donc il y a Hulk gris et Captain America blanc. Donc moi j'en ai lu pour l'instant les 2 et voilà, le but en fait c'est qu'ils reprennent, ils réinterprètent les débuts des héros, de ces héros là. Bleu, alors pourquoi bleu parce que bleu c'est plutôt en fait, en anglais c'est blue. En fait, blue, c'est un état d'esprit, c'est vraiment d'avoir le blues, comme on dit, et d'être un peu triste. Voilà, et c'est Spider-Man qui est triste en se rappelant ses débuts et sa relation avec Gwen Stacy. D'accord, okay, Daredevil jeune, parce que c'était le premier costume de Daredevil avant d'être tout en rouge, en fait, et une bonne partie de son costume était jaune. Ouais, ça je le savais. Enfin, voilà, Hulk gris, c'est parce que avant d'être vert, Hulk était gris. Donc je sais pas ce qui se passe dans cette histoire-là, mais je sais qu'avant d'être vert, il était gris. Et Captain America blanc, j'en ai aucune idée de ce qui peut se passer dans ce comics. Mais du coup, je vous incite vraiment à lire ces comics-là. Pour le coup, les 2 que j'ai lus, en fait, ils sont actuellement... ils ont été réédités à petit prix, ils sont à 6€ chacun, je crois. Donc c'est un peu pour ça que je les ai achetés, et je regrette pas du tout de les avoir achetés, parce que j'avais déjà lu j'aime beaucoup le travail. Alors c'est un dessin particulier de Tim Sale, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, ça permet de revisiter, ça permet aussi de rentrer dans l'histoire si vous connaissez pas forcément les personnages. Alors... Enfin, je pense que maintenant on connaît bien Spider-Man et on connaît et Daredevil. Alors Daredevil un peu moins, mais Spider-Man on le connaît beaucoup plus. Mais c'est là un pan de l'histoire avec voilà, beaucoup trop. L'histoire avec Gwen Stacy, elle a pas été trop adaptée, ou quand elle a été, c'était assez moyen. Donc du coup, ça vaut le coup de le relire en comics. Voilà. Donc c'était ça ma recommandation. Est-ce que ces comics, on les trouve chez Falba ? Tout à fait. Évidemment, c'est là que je les ai pris. D'accord, voilà. Au moins. Donc n'hésitez pas à aller chez votre libraire préféré. Si vous habitez à Toulon ou dans sa région, n'hésitez pas à aller à la librairie Falba. L'émission est finie, merci de nous avoir écoutés. Et pour le prochain, on aura une surprise, mais on ne vous dira rien. Voilà, à bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Talks jusqu'au bout. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux favoris. La semaine prochaine, Mathieu vous parlera d'un nouveau jeu vidéo. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos podcasts sur YouTube, SoundCloud et les applications de podcast, Google Podcast et iTunes Podcast. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter et vous tenir au courant de nos prochaines émissions.